Brassage, mixage, réforme, remaniement, l'armée congolaise ne cesse de se reconstruire de ces années de conflits en interne autant qu'en externe. Des changements qui ne sont pas sans conséquences. Les forces loyalistes de la RDC, je vous le disais tantôt, sont à ce jour pesées lors de leurs différentes actions, bien plus dans leurs activités de défense et d'offensive menées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est dans cette promesse faite que le chef de l'État a récemment procédé à des nominations. Na armée wana kotia mobulu na mboka te biso tokotia kimia lokola babengi gardien de la paix, agent de l'ordre, tokoba de la population. Encore aujourd'hui représentés par ces bérets verts, les forces armées de la République démocratique du Congo, alors Zaïre, fut pendant près de 3 décennies l'un des symboles de puissance d'un pays unifié. Dans cet épisode, plusieurs nostalgiques retracent, comme dans des lettres intimes d'anonymes, les moments qui ont façonné le mythe de l'armée congolaise. Ces derniers étaient fiers de nous décrire les victoires de nos forces de défense. Le samedi 17 mai 1997 avait vu le plus grand État francophone du monde basculer. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, sous la direction de son président, M. Laurent Désiré Kabila. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. De la République du Zaïre sous Mobutu Sese Seko à la République démocratique du Congo de Laurent Désiré Kabila, en tête des troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération. Ces troupes sont hétéroclites. Hormis les Kadogo, jeunes soldats recrutés après la prise de Goma, les forces de l'AFDEL sont composées en majeure partie par des Rwandais et Ougandais, principaux alliés de Laurent Désiré Kabila. Le 2 août 1998, une année après, la deuxième guerre de la RDC s'éclate, cette fois-ci entre les forces armées du Congo, FAC, et les rebelles du RCD, du MLC et d'autres rébellions hostiles au pouvoir de Kinshasa. Vous assurez que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre. Le dialogue de Sun City décida de la nécessité de créer une nouvelle armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Commandant suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo. Il fallait donc brasser les éléments de l'ex-forces armées zaïroises. C'est des forces armées congolaises restées fidèles au pouvoir de Kinshasa, les armées du RCD et ses corollaires, ainsi que ceux du MLC, des groupes armés nés de l'insécurité généralisée dans l'est du pays. À partir de ce moment, le soleil s'est couché sur l'armée congolaise, dépassée au cœur d'une ultime bataille depuis plus de 20 ans dans l'Est. Peu équipée et sous-motivée, elle ose à peine résister devant les forces négatives. 2009, le plan de réforme au sein des FARDC est lancé, avec pour but réorganiser l'armée, l'ancienne organisation n'étant plus adaptée aux menaces et aux défis auxquels elle est confrontée. Ainsi, pour mener à bien cette mission, plusieurs options mises alors sur la table, entre autres, la réouverture de certaines écoles militaires, telles que l'Académie militaire de Kananga, autrefois école de formation des officiers EFO. Le recyclage des 10 bataillons, je remets ces fanions, symboles du commandement du bataillon, que vous garderez, vous protégerez jusqu'au sacrifice suprême. La subdivision du territoire national en 3 zones de défense. Une réforme qui a fait ses preuves lors de l'attaque du mouvement du 23 mars à Goma en 2012. Cette campagne a permis aux forces loyalistes de lancer une offensive sur les ennemis de la nation. Cette offensive salutaire n'est qu'apparente. Les FARDC sont rongés par plusieurs maux. Les détournements des fonds destinés à la campagne, le manque de logistique, mais aussi plusieurs actes de trahison de certains officiers. En 2018, le général d'armée Célestin Mbala Moussensé
a été promu chef d'état-major général. Une nomination qui a donné de l'espoir, car cet officier général a œuvré pendant plusieurs années comme chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique. Il y a forces armées de la République démocratique du Congo, la police, naïe, pour n'apporter la bino, côté sabino mbote, et outil pas naïe, fait côté sabino encouragement. Janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir avec comme ambition de poursuivre la réforme de l'appareil sécuritaire et de monter une armée forte et professionnelle. Les mutations socio-économico-politiques qui se sont opérées sur le territoire national ont amené le peuple congolais à relativiser le jugement sur les FARDC. Après des danses désordonnées dans certaines institutions du pays, telles que l'Assemblée nationale, mais aussi au sein de la population de l'Est du pays, meurtrie par des attaques récurrentes des groupes armés, plusieurs veulent de voir un changement de commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Le lundi 3 octobre 2022, par ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale, le commandant suprême nomme un nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha. Rapport au Sarayango. Bokendaki. Bosilisili Kamboana. Il sera secondé par 2 chefs d'état-major général adjoints, l'un chargé des opérations et des renseignements et l'autre chargé de l'administration et logistique. Le nouveau état-major général devra faire face à plusieurs guerres sur plusieurs fronts, entre autres réorganiser les unités tactiques, relever le moral des militaires, donner l'effectif réel des militaires, redonner l'image des FARDC ternis. Mais le grand défi est la récupération de Bunagana. L'adoption de la loi sur la programmation militaire paraît ainsi avoir été le maître mot de toute la politique sécuritaire. Elle va sans doute outiller les forces de défense et son commandement pour réussir le pari. La République démocratique du Congo, pays grandiose où tout est démesuré, la nature, la faune, la richesse et son armée doit aussi l'être. Pour beaucoup, cette armée est un gigantesque tonneau des Danaïdes où tout disparaît sans espoir de retour, avec toujours un parfum de déroute partout comme à Bunagana. La déconfiture des FARDC obéit au même scénario infernal d'un manque d'organisation. Le nouveau commandement hérite d'une mission suicide et réorganiser le néant. Rodrigue Ramazani, bonsoir. Bonsoir Steve. Alors je rappelle que vous êtes donc le porte-parole du parti politique Envol. Quelle est la signification que vous donnez à toutes ces nouvelles nominations du chef de l'État quant au rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national? Est-ce qu'elle est significative? Écoutez, nous constatons que le président de la République a pris un certain nombre de décisions, notamment de changer dans la chaîne de commandement certains éléments, ce qui est une bonne chose parce que je crois qu'à un moment donné, l'Envol aussi exigé, notamment dans le cadre de solutions à moyen terme, le changement de chaîne de commandement, bien que le changement de chaîne de commandement va plus dans le cadre fonctionnel de l'armée. Et il y a une autre démarche qu'il faut mener, et la démarche est celle de la réforme de l'armée, qui est en réalité une question structurelle de l'armée pour permettre en fait d'assouplir la manière dont le commandement est organisé au sein de notre armée. Vous la voyez élargie en quoi lorsque vous parlez de cette deuxième réforme? Vous la voyez élargie en quoi? Écoutez, notre armée aujourd'hui est organisée en zone opérationnelle, en zone de défense, allais-je dire, et en secteur opérationnel, mais après, il y a les chaînes de commandement qui suivent. Et il y a une grande question que moi, étant qu'analyste, évidemment, je n'oserais pas parler comme un expert de questions de la défense, mais étant qu'analyste politique, un acteur politique, il y a une question qui relève de se poser toujours. Quelle est la part de politique dans l'intervention au sein de l'organisation de la défense, et quelle est la part de l'armée? Parce qu'à un moment donné, même le président de la République, bien que commandant suprême de l'armée, vous constatez que le président de la République, par moment, il prend des initiatives militaires
qu'il faut reconnaître. Je ne parle pas du président de la République forcément en faisant une fixation sur le président Félix Tshisekedi, je parle de l'institution président de la République qui intervient généralement sur des questions militaires alors que dans le fond, il n'en a pas forcément la compétence. Et cette façon de voir les choses peut se comprendre dans la mesure où nous avons connu plusieurs chefs d'État qui étaient des anciens militaires d'abord. Donc nous avons connu le président Mobutu qui était un ancien militaire, donc les questions militaires, il voulait s'en accaparer dans le cadre de la construction de l'armée phase, les forces armées zaïroises à l'époque. Vous avez Mosé Laurent Désiré Kabila qui lui aussi était un militaire, Joseph Kabila qui lui aussi était un militaire, ça veut dire certains codes, certains langages militaires et certaines stratégies militaires, ils y connaissaient. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un président de la République qui en soi n'est pas un militaire. Et la question se pose aujourd'hui sur le niveau de commandement, d'où certaines inquiétudes aussi des quelques experts que j'ai eu à consulter et à lire qui se disent pas étonnés par moment de certains problèmes qui le président de la République lui-même a avoué sur la place publique, n'est pas en être informé. Et c'est à ce niveau-là que lorsque nous parlons réforme de l'armée, il faudrait voir aussi sur le plan structurel. Mais les décisions du point de vue fonctionnel, c'est à constater, nous le constatons, nous allons juger les maçons au pied du mur dans l'espoir que les décisions prises par le président de la République apportera la paix à l'est du pays et facilitera la récupération de Bunagana qui aujourd'hui, à plus de 100 jours, est occupé par les forces négatives du M23 sur l'appui du Rwanda. Nous allons aborder cette question. Alors, selon vous, comment est-ce que le nouveau commandement devrait agir différemment pour faire différence sur terrain? Oui, la première différence, c'est d'éviter les détournements de fonds qui est destiné aux opérations militaires. C'est le vrai problème. Je crois qu'il y a un rapport de Commission Défense et Sécurité oui, qui relate en fait que le fonds destiné pour les opérations dans les zones où on a proclamé l'état de siège, c'est plus de 70% en fait l'objet des détournements. Deuxième chose, il faudrait marteler sur la logistique de nos militaires. Plusieurs rapports qui reviennent d'ailleurs des élus du coin de Nord Kivu, mais aussi de l'Ituri, qui nous signalent que nos militaires ont un problème de logistique. Ils ne savent pas à bien mener des actions sur le théâtre des opérations, simplement parce qu'il y a un déficit en termes de logistique. Et généralement, vous savez, lorsque vous regardez la manière dont notre armée est construite, je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, je tire l'histoire un peu plus loin, vous allez observer il y a toujours eu cette méfiance de construire une armée forte et organisée. Pourquoi? Parce que les différents chefs d'État avaient certainement peur d'un probable coup d'État. Ils voulaient avoir une armée pas suffisamment organisée, pas suffisamment outillée, mais tous s'y penchaient plus pour le président Mobutu, c'était la DSP, son armée rapprochée pour lui permettre de consolider son pouvoir. Vous avez pour Mosé Kabila, c'était les Kadogo, et après Joseph Kabila, c'était les JR. Et aujourd'hui, même sur le théâtre des opérations, nous apprenons par les élus évidemment de ce coin, ils disent que les FARDC n'ont pas des logistiques adéquates, mais par contre, la garde républicaine a la logistique que les FARDC n'ont pas. Mais juste à la scène que pour certaines interventions, c'est la garde républicaine qui va pour intervenir avec sa logistique, parce que le FARDC a un problème. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse dépasser cette crainte de construire une armée efficace pour l'intérêt de protéger notre territoire national, mais aussi notre souveraineté. Cette armée forte se construira notamment avec un héritage légué. Alors parmi les réformes engagées par le chef de l'État, il y a également des différentes formations. Aujourd'hui, il se pose un véritable problème, c'est l'engagement des jeunes au sein de l'armée. Est-ce que vous avez comme l'impression que la manière de faire aujourd'hui, que ce soit des politiques au sein de l'armée, ne donne pas de l'émulation, suscite plusieurs jeunes à s'engager dans l'armée? Effectivement, vous savez, l'armée est un engagement citoyen, est un engagement de tout citoyen de vouloir protéger l'intégrité du territoire, notre souveraineté, mais aussi notre indépendance. Rapidement, est-ce que vous êtes également pour la formation militaire déjà au niveau du primaire, du secondaire? Vous êtes pour? Écoutez, il y a plusieurs préalables avant d'y arriver. Je pense que dans les conditions de notre pays menacé par ses voisins, d'occuper une bonne partie de son territoire, je pense qu'une formation militaire de l'école secondaire ou encore à l'université, avant l'accès à l'université, est importante. Mais seulement, il y a deux préalables.
je vais vous donner un cas pratique. Nous avons appris évidemment que, toujours par les élus, que les nouveaux recrues qui sont en formation, déjà en étant en formation, ils ont un problème des rations. Vous imaginez dans quelles conditions ces jeunes gens qui arrivent pour défendre la patrie, mais ils ont déjà un problème de nourriture, un problème de ration. Et ça, ce sont des choses qu'il faut corriger. Il faut corriger notamment, dans le cadre de la réforme, le statut de militaire, les conditions sociales des militaires ainsi que de leurs dépendants, revoir un peu la situation des militaires pour inciter, il faut avoir des mesures qui incitent le jeune Congolais, le jeune Congolais de qualité évidemment, d'adhérer dans notre système de sécurité, la police, l'armée, le renseignement. Mais tant qu'un policier, un militaire fera figure de parent pauvre, je pense que ça sera l'objet des réticences de notre population. Vous vous souviendrez qu'ici, le musée Le Père, quand l'AFDEL est arrivé, on nous a appris que le salaire d'un militaire était à $100 américains. On a vu de jeunes gens aller se porter volontaires à l'armée. Il y avait de l'engouement. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense que l'histoire, nous devons la lire aussi pour que nous permette réellement de projeter l'avenir. Si nous voulons projeter l'avenir, si nous voulons construire une armée efficace, il faut d'abord commencer à doter cette armée de moyens conséquents. Raison pour laquelle nous l'envolons. Nous nous battons depuis 2019 sur une politique publique structurelle très importante de notre pays. Steve, chers Congolais, un État a des piliers essentiels. Ce sont ses finances publiques, mais aussi sa sécurité, son armée, sa police. Tant que nous allons continuer à mal gérer les finances publiques de l'État et nous n'aurons jamais le moyen d'injecter suffisamment dans notre appareil de défense pour permettre à ces deux piliers de bien fonctionner. Donc nous militons pour la réduction du train de vie de l'État pour permettre à l'État aujourd'hui d'avoir assez de moyens, à injecter dans un secteur vital comme celui de la défense nationale. Alors, Bunagana, c'est plus de 100 jours aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qui n'a pas été fait jusqu'ici? Est-ce que la RDC est dans une logique de passivité à ce sujet? Tout porte à croire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi s'est retrouvé face à ses erreurs. Il a commis plusieurs erreurs, tant du point de vue diplomatique que du point de vue politique interne. Du point de vue diplomatique, il a décidé de supplanter l'accord d'Addis Abeba qui était en réalité un cadre multilatéral qui nous permettait de rassurer la paix à l'est de notre pays. Et d'ailleurs, cet accord avait porté de fruits en 2013. Nous avons eu comme solution la défenestration du M23 et son placement à plus de 200 km du Rwanda. Mais ensuite, le président de la République arrivé, il décide d'aller vers des accords bilatéraux envers nos ennemis naturels, qu'il s'agit de Rwanda et de l'Ouganda. Et arrivé à ce moment, au regard des accords signés, il se retrouve face à une réalité où les deux pays lui tournent le dos, décident de céder Bunagana. L'Ouganda permet en fait la chute de Bunagana, le Rwanda vient appuyer le M23 pour résister à Bunagana. En réalité, et plusieurs autres erreurs, notamment la proclamation de l'état de siège, qui devait être évaluée au préalable. Le chef de l'État a décidé de ne pas évaluer, mais vous imaginez que même l'état-major était étonné que l'état de siège ait été proclamé. C'est une résolution, ou encore une résolution coulée dans le rapport. On a parlé pourtant des recettes qui ont découlé. Écoutez, c'est la cacophonie. C'est la cacophonie en fait de politique menée. Plusieurs politiques publiques menées par le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, l'état de siège n'a pas été proclamé pour renflouer les caisses de l'État. Mais vous parlez justement des finances, vous parlez des finances qui constituent justement une pierre. Les finances, lorsque je parle de finances, je parle de la gestion parcimonieuse de finances. Je ne parle pas forcément de la mobilisation de recettes dans une zone de défense, dans une zone proclamée sous état de siège. Il n'y aura pas de gestion s'il n'y a pas assez. Lorsqu'on a proclamé l'état de siège, l'objectif, il faut lire l'ordonnance, l'objectif était de mettre un terme à toute cette situation qui se vivait, d'insécurité qui se vivait à l'est de la République. Mais aujourd'hui, sous état de siège, parce que certains parlent aussi de cette mobilisation de recettes, sous état de siège, une grande partie de notre territoire national est occupée. Bunagana, j'aurais appris que c'est évalué à 70 millions de dollars par jour. C'est une perte aussi. Donc l'état de siège n'a pas été proclamé pour ce fin-là. L'état de siège était proclamé pour trouver la paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi décide de charger l'armée
qui peinaient, le 8 secteurs opérationnels qui étaient dans cette zone de défense peinaient de trouver des solutions à des problèmes d'insécurité qu'il y avait. Félix Tshisekedi, par sa décision de proclamer l'état de siège, charge l'armée de questions administratives, au-delà des questions opérationnelles. Donc il s'agit des erreurs. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le problème, c'est Félix Tshisekedi qui a pris de mauvaises décisions. Et aujourd'hui, à cause de ces décisions, une partie de notre territoire national se retrouve occupée. Et du reste, même du point de vue... Même récupéré, hein, il y a des territoires quand même. Écoutez, avant l'état de siège, il ne faudrait pas qu'on soit amnésique. Nous avions des situations de maintien d'ordre public. Il y avait des poches d'insécurité qui nécessitaient le maintien de l'ordre public. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'occupation d'une partie de notre territoire. Donc la situation s'est aggravée. Plus de 100 000 familles se retrouvent en dehors de nos frontières, vivant comme des réfugiés, dans des conditions inhumaines. Ce sont des Congolais. Et ici, ce qu'il faut dire est que le président de la République a failli à sa mission de protéger les Congolais, de protéger l'intégrité du territoire de notre République.